Ils disaient toujours, on n'a pas les moyens pour toi. C'était leur phrase, leur excuse, leur verdict. Une sentence prononcée avec un soupir fatigué, un regard fuyant, une sentence qui a dessiné les contours de ma vie pendant près de 30 ans. Pendant ce temps, pour ma sœur aînée, Sidonie, ils louaient des châteaux. Ils déroulaient le tapis rouge. Ils finançaient les rêves qu'elle n'avait même pas encore osé formuler. Moi, je n'ai rien dit. J'ai encaissé. J'ai ravalé ma peine pendant des années, construisant en silence une forteresse autour de mon cœur, jusqu'à ce que j'achète mon propre chalet au bord d'un lac et que je poste une simple photo avec cette légende. Merci pour la motivation. Leurs réactions, pleines de jalousie et d'incompréhension, ont été immédiates et bruyantes. Je m'appelle Faustine, et à 28 ans, j'ai enfin compris pourquoi je me suis toujours sentie comme une ombre dans ma propre maison. Avant que je ne vous raconte en détail comment j'ai transformé des années d'humiliation et de négligence financière en ma plus grande victoire, j'aimerais prendre un instant pour vous saluer. C'est incroyable de penser que mon histoire peut voyager si loin. Laissez-moi un commentaire pour me dire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Cela me fait sentir moins seule. Et si, comme moi, vous vous êtes déjà senti invisible aux yeux de ceux qui auraient dû vous voir le mieux, alors abonnez-vous, car cette histoire est aussi un peu la vôtre. Mon histoire prend racine à Lyon, dans une belle maison bourgeoise du quartier de la Croix-Rousse. Une maison au plafond et au parquet qui craquait, où la lumière dorée du soir semblait toujours se diriger instinctivement vers la chambre de Sidonie. Elle avait 3 ans de plus que moi, le sourire éclatant de notre mère, Geneviève, et l'assurance tranquille de notre père, Armand. Moi, j'avais hérité d'une nature plus contemplative, d'un silence que l'on a très vite confondu avec un manque de besoin. Le souvenir le plus marquant, celui qui a posé la première pierre de mon sentiment d'injustice, n'est pas un cri, mais un murmure. J'ai 9 ans. C'est un après-midi de novembre, gris et froid. Je suis debout derrière la grande baille vitrée du salon, le front collé contre la vitre froide, observant la bruine tomber sur les toits de la ville. Dehors, dans le jardin, mes parents viennent d'installer le cadeau d'anniversaire en avance de Sidonie. Un magnifique cheval à bascule en bois massif, sculpté à la main, avec une vraie crinière en crin de cheval. Je l'avais repéré des mois auparavant dans la vitrine d'un artisan du Vieux-Lyon. J'en avais rêvé toutes les nuits. Je l'avais dessiné des dizaines de fois dans mes cahiers. Sidonie, elle, l'avait à peine regardé, préférant les poupées et les robes. Alors que ma sœur grimpait dessus avec une joie polie mais distante, j'ai entendu la voix de ma mère, un murmure à peine audible destiné à mon père, mais que le silence feutré de la maison m'a porté comme une détonation, il faut bien ça. C'est un investissement pour son épanouissement. Il faut mettre les moyens pour l'avenir de Sidonie. L'avenir de Sidonie. Pas notre avenir. Son avenir. Ce jour-là, j'ai compris la sémantique de ma famille. L'injustice n'était pas seulement dans l'objet, mais dans l'intention. Sidonie était un projet d'avenir, un investissement à long terme. Moi, j'étais une dépense courante, une charge à gérer au quotidien. J'étais le raisonnable, elle était le rêve. Cette prise de conscience a été d'autant plus douloureuse qu'elle contrastait avec le souvenir lumineux de mon grand-père Maxime, le père de ma mère. C'était un homme bon, un ébéniste à la retraite qui sentait le bois, la patience et le tabac froid. Son petit atelier au fond du jardin était mon seul refuge. Il était le seul à vraiment me voir. Un jour, alors que je tentais de construire une petite cabane à oiseaux avec des chutes de bois, il avait posé sa main large et rugueuse sur mon épaule. « Tu as une âme de bâtisseuse, ma petite Faustine, » avait-il dit, ses yeux pétillants derrière ses lunettes. « N'oublie jamais ça. Le monde est plein de gens qui parlent. Toi, tu construis. Ne laisse jamais personne te dire que ce que tu construis n'a pas de valeur. » Il est parti 1 an après l'épisode du cheval à bascule. Avec lui, c'est la seule voix qui validait mon existence qui s'est éteinte. Il m'a laissé ses vieux outils, que j'ai précieusement conservés dans une caisse en bois. Des années plus tard, en partageant les photos de mon chalet, je n'ai pas seulement pensé à mes parents. J'ai pensé à mon grand-père. Ma publication Instagram n'était pas un simple acte de vengeance. C'était une promesse tenue. La preuve que j'avais utilisé ces outils, au sens propre comme au figuré, pour construire quelque chose de solide, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer ou minimiser. Mais pour en arriver là,
il a fallu traverser un désert de mépris et de déception. Tout a commencé bien avant le chalet au bord du lac. Tout a commencé avec 2 fêtes d'anniversaire, et un acte de sabotage que je n'ai jamais pu oublier. La première fête, c'était celle de Sidonie, pour ses 11 ans. Une fête dont on a parlé pendant des semaines dans son école privée. Mes parents avaient privatisé une partie d'un parc d'attractions locales. Il y avait des manèges à volonté, un stand de barbe à papa, et un animateur déguisé en pirate. 30 enfants hurlaient de joie, leurs visages barbouillés de sucre. Le gâteau était une pièce montée à 3 étages, une réplique de château de princesse. Les cadeaux s'entassaient sur une table dédiée, menaçant de s'effondrer sous leur propre poids. J'étais là, bien sûr. Mon rôle était celui de la petite sœur raisonnable, la gouvernante non officielle, chargée de tenir la main des plus petits dans les files d'attente et de ramasser les gobelets en plastique. Le mot « budget », ce spectre qui planait sur chacune de mes modestes requêtes, semblait s'être évaporé comme par magie ce jour-là. 1 an plus tard, ce fut mon tour. Mon 8e anniversaire. J'avais un seul souhait, simple, presque chuchoté, inviter mes 4 meilleurs amis au cinéma voir le dernier dessin animé à l'affiche. Ma mère, Geneviève, m'a convoqué pour la fameuse « discussion » à la table de la cuisine. Elle a pris son air grave, celui qu'elle réservait aux mauvaises nouvelles financières. « Faustine, ma chérie, a-t-elle commencé en me caressant les cheveux, tu comprends, avec les impôts qui viennent de tomber et la chaudière à réparer, nous devons être très prudents ce mois-ci. On va faire quelque chose de tout aussi amusant à la maison, d'accord ? » La chose amusante fut un gâteau au chocolat acheté au supermarché du coin, avec mon nom écrit à la va-vite sur le glaçage. Mes 4 amis sont venus, et nous avons regardé un vieux DVD dans le salon. Il n'y avait pas de ballon. Il n'y avait pas de cadeaux extravagants, juste un pull tricoté par ma grand-mère. Il y avait surtout le sentiment pesant, déjà si familier, d'être une note de bas de page dans le grand livre des contes de la famille. Mais l'injustice la plus profonde, celle qui a laissé une cicatrice indélébile, est survenue quand j'avais 14 ans. J'avais trouvé refuge dans l'art, le seul domaine où je pouvais exister sans filtre. Un prestigieux concours d'art régional avait été annoncé. Le premier prix était une bourse substantielle pour des cours d'art, et surtout, une exposition solo dans une galerie reconnue de la ville. C'était plus qu'une chance, c'était une porte de sortie. Pendant 2 mois, j'ai vécu pour ce projet. Je me suis enfermée dans ma chambre, travaillant sans relâche sur une grande toile. C'était un paysage onirique de la presqu'île de Lyon, la nuit, avec des touches de peinture phosphorescente. J'y avais mis toute ma technique, mais surtout, tout mon cœur. C'était mon cri silencieux. La veille de la date limite de soumission, la toile était enfin terminée. Je l'ai installée avec précaution sur un chevalet dans le salon pour qu'elle sèche parfaitement pendant la nuit. Je la regardais avec une fierté immense. C'était la preuve tangible de ma valeur, une chose qu'on ne pouvait pas qualifier de « dépense inutile ». Ce soir-là, mes parents étaient de sortie. Sidonie, qui en avait 16, avait invité une amie. Je suis montée dans ma chambre pour lire, le cœur léger. Un peu plus tard, j'ai entendu un bruit sourd, un verre qui se brise, suivi d'un rire nerveux et étouffé. Un pressentiment glacial m'a envahi. J'ai dévalé les escaliers. Et je l'ai vu. Ma toile. Un grand verre de sirop de grenadine avait été accidentellement renversé en plein milieu. Le liquide rouge, épais et collant, avait giclé et coulait lentement, rongeant la peinture, créant une plaie écarlate et obscène au cœur de mon paysage nocturne. Sidonie était là, une main sur la bouche, jouant la surprise. « Oh, mon Dieu, Faustine. Je suis tellement désolée, j'ai trébuché. » Mais juste avant de descendre, j'avais surpris un fragment de conversation entre mes parents qui revenait plus tôt que prévu. La voix de ma mère, basse et confidente, « Faustine est si intelligente, elle s'en sortira toujours toute seule. C'est Sidonie qui est plus fragile, elle a besoin qu'on la pousse, qu'on investisse sur elle pour qu'elle ait confiance. » J'ai compris l'horrible vérité. Sidonie n'était pas seulement jalouse. Mon indépendance, mon talent qui ne devait rien à personne, était une menace pour son statut des « enfants fragiles » qui justifiait tous les sacrifices financiers et émotionnels de nos parents. Mon succès potentiel sapait les fondations de notre dynamique familiale. Quand mes parents ont vu le désastre, je pleurais en silence.
Mon père, Armand, a soupiré avec lassitude. Ce n'est qu'un dessin, Faustine. Il y en aura d'autres. Ce n'est pas la fin du monde. Ma mère a immédiatement enlacé Sidonie, qui feignait les sanglots. Ma pauvre chérie, ne t'inquiète pas, c'était un accident. Ta sœur est juste un peu trop sensible. Ils n'ont pas vu une œuvre d'art détruite. Ils ont vu leur fille aînée, la fragile, qu'il fallait consoler. Ils ont vu leur cadette, la forte, qui devait simplement prendre sur elle. C'était la première fois que je me sentais non seulement ignorée, mais activement trahie, ma douleur niée pour préserver l'équilibre tordu de notre famille. Dites-moi dans les commentaires, à ma place, qu'auriez-vous fait? Comment réagit-on quand vos propres parents choisissent de croire un mensonge confortable plutôt que votre vérité douloureuse? Cette nuit-là, j'ai roulé la toile et l'ai jetée dans la poubelle. Et avec elle, j'ai jeté une partie de mon cœur d'enfant. Ce jour-là, j'ai compris que Sidonie n'était pas seulement la préférée. Elle était aussi prête à tout pour que je reste dans l'ombre. Mais ce qui allait se passer pour ces 18 ans dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Après la destruction de ma toile, j'ai refermé la porte de l'art. La douleur était trop vive. J'ai compris que mettre mon âme dans quelque chose de subjectif était une invitation à la destruction. J'ai donc choisi une autre voie, une forteresse imprenable, l'excellence académique. Les notes, les classements, les diplômes, tout cela était objectif, quantifiable. Personne ne pouvait renverser un verre de sirop sur une mention très bien. Je suis devenue une élève brillante, non par passion, mais par défi. Chaque 19/20 était une pierre de plus ajoutée à mes remparts. Au lycée, ma seule bouffée d'oxygène fut le club d'éloquence. Sur la petite estrade de la salle polyvalente, ma voix, si souvent inaudible à la maison, devenait claire et puissante. Argumenter, persuader, émouvoir un public, c'était une forme de pouvoir que je n'avais jamais connue. Mon professeur de français, Monsieur Renaud, est devenu mon mentor. Après ma victoire au concours régional, il m'a dit des mots qui ont résonné en moi pendant des années. Faustine, votre plus grande force n'est pas votre intelligence, c'est votre sincérité. Ne laissez jamais personne vous convaincre de la terre. C'est aussi à cette période que Garance est entrée dans ma vie. Elle est devenue plus qu'une amie, elle est devenue mon ancre. Un week-end, chez elle, j'ai assisté à une scène qui m'a bouleversée. Son petit frère avait gagné le 3e prix d'un concours de poésie de son collège. Ses parents ont débouché une bouteille de crément et ont porté un toast en son honneur. J'ai réalisé avec un pincement au cœur que jamais, pour aucune de mes victoires autrement plus prestigieuses, je n'avais eu droit à une telle célébration spontanée et joyeuse. Pendant que je collectionnais les succès académiques en silence, Sidonie, elle, vivait une vie d'artiste subventionnée. Mes parents lui finançaient une prestigieuse et coûteuse école d'art privée à Lyon. Chaque nouvelle sculpture ou peinture était accueillie avec des superlatifs, chaque exposition de fin d'année était un événement familial majeur. Pour ses 18 ans, ils ont organisé une réception somptueuse dans un domaine viticole du Beaujolais, loué spécialement pour l'occasion. Plus de 100 invités, un traiteur renommé, un quatuor à cordes. L'année suivante, ma propre cérémonie de remise du baccalauréat, que j'ai obtenue avec les félicitations du jury, a été célébrée par un simple repas dans une brasserie. La justification de ma mère? Tu sais bien, Faustine, tu n'aimes pas les grandes démonstrations. Un moment intime, c'est plus ton style, n'est-ce pas? Elle ne décrivait pas ma personnalité, elle justifiait leur manque d'investissement. Le véritable fossé s'est creusé au moment de choisir les études supérieures. Pour Sidonie, toutes les options étaient sur la table, sans considération de coût. Pour moi, la discussion a commencé par un tableur Excel. Mon père, Armand, m'a assise un soir dans son bureau. Il avait imprimé les brochures de plusieurs universités. Faustine, il faut être pragmatique, a-t-il dit en pointant la page de l'Université de Lyon. Ici, pas de loyer à payer, des frais d'inscription minimes. C'est la solution la plus raisonnable. J'ai sorti la brochure d'une grande école de commerce post-bac, avec un campus à Bordeaux, réputé pour son programme en marketing international. Il a à peine jeté un œil. Bordeaux. C'est une fortune. Et puis, pourquoi partir si loin? Tu as tout ce qu'il te faut ici. Ce qu'il me faut, c'était rester à ma place, dans l'ombre,
pour ne pas perturber l'équilibre familial. Malgré leur découragement actif, j'ai préparé les concours en secret. Et j'ai décroché une bourse au mérite qui couvrait 70% des frais de scolarité de l'école de Bordeaux. J'étais folle de joie. C'était ma porte de sortie, ma déclaration d'indépendance. J'ai couru leur annoncer la nouvelle, brandissant la lettre d'admission comme un trophée. Ma mère a esquissé un sourire crispé. C'est une bonne nouvelle, ma chérie. Mais les 30% restants? Et la vie là-bas? C'est une ville chère. Mon père a sorti sa calculatrice. Même avec la bourse, cela représente un effort considérable. Et il faudra contracter un prêt. C'est un risque financier important pour une jeune fille. Pas un mot de fierté. Pas une tape dans le dos. Juste une analyse de risque. Mon rêve était une ligne de débit dans leur budget. Vous voyez le genre de dynamique? C'est le genre de choses qui vous ronge de l'intérieur, année après année. C'est épuisant. Restez avec moi, car c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui allait tout changer, quitter Lyon, quoi qu'il en coûte. J'ai accepté la bourse. J'ai fait les démarches pour un prêt étudiant, seul. Je leur ai annoncé ma décision comme un fait accompli. Leur silence fut plus parlant que n'importe quel reproche. Ils ne voyaient pas une jeune femme ambitieuse prenant son avenir en main. Ils voyaient une fille ingrate et déraisonnable qui refusait la sécurité qu'ils lui offraient. Le jour de mon départ, sur le quai de la gare de Perrache, l'adieu fut bref et froid. En m'asseyant dans le TGV, j'ai regardé Lyon s'éloigner à travers la vitre. Je n'ai ressenti ni tristesse, ni regret. Juste un immense soulagement. Je partais pour Bordeaux avec une seule valise, une énorme dette d'études, et une peur tenace au ventre, mais j'étais déterminée à construire une vie où ma valeur ne serait pas constamment soumise à leur approbation. Je ne savais pas encore que ma sœur tenterait de détruire cette nouvelle vie à distance. Bordeaux a été pour moi une véritable renaissance. Pour la première fois de ma vie, j'étais anonyme. Je n'étais plus la petite sœur de Sidonie, j'étais simplement Faustine. Cette liberté m'a donné des ailes. Je me suis investie corps et âme dans mes études, puis dans mon premier emploi au sein d'une start-up de marketing digital. L'atmosphère de l'agence était électrique, jeune, dynamique. Mes idées, souvent jugées trop cérébrales, compliquées par ma famille, étaient ici accueillies avec enthousiasme. On ne me demandait pas d'être discrète, on me demandait d'être brillante. Et je l'ai été. J'ai travaillé avec une ferveur acharnée, comme pour rattraper des années de retenue. Je restais au bureau tard le soir, non par obligation, mais par passion. Je dévorais les livres sur la stratégie de marque, j'analysais les campagnes concurrentes le week-end. Chaque succès, chaque client satisfait, était une affirmation de ma légitimité. J'ai rapidement gravi les échelons, passant de chef de projet junior à responsable de pôle en moins de 3 ans. C'est à l'agence que j'ai tissé les liens les plus forts de ma vie d'adulte. Lise, notre stratège de contenu, une femme à l'esprit aussi vif que sa répartie, et Félix, le directeur artistique, un créatif talentueux et d'une grande sensibilité, sont devenus bien plus que des collègues. Ils sont devenus ma famille choisie. Avec eux, je pouvais être moi-même, sans crainte d'être jugé ou comparé. Ils célébraient mes victoires avec une sincérité qui me touchait aux larmes. À 26 ans, un tournant majeur s'est produit. Le directeur marketing, mon mentor, a décidé de quitter l'entreprise pour monter sa propre affaire. Le PDG m'a convoqué dans son bureau. Je pensais qu'il allait me parler de la transition. Au lieu de ça, il m'a offert le poste. J'étais sidérée. Faustine, m'a-t-il dit avec un grand sourire, vous êtes jeune, c'est un fait. Mais en 4 ans, vous avez montré plus de vision, de leadership et de détermination que n'importe qui d'autre. Ce poste est à vous si vous l'acceptez. Je l'ai accepté, le cœur battant à tout rompre. Mon salaire a presque doublé. J'étais devenue directrice, membre du comité de direction. Ce soir-là, après avoir célébré avec Lise et Félix, j'ai ressenti cette vieille piqûre familière, le besoin irrationnel de partager la nouvelle avec mes parents, dans l'espoir fou que, cette fois, ce serait différent. J'ai appelé. Mon père, Armand, a été le premier à répondre. Il a semblé sincèrement impressionné. Directrice? Vraiment?
C'est une excellente nouvelle, Faustine. Je suis fière de toi. Ces mots, si simples, si rares, ont suffi à faire renaître une lueur d'espoir en moi. Puis ma mère apprit le combiné. Sa voix était pétillante, mais pas pour moi. Oh, c'est merveilleux, ma chérie. Quelle bonne nouvelle. Ton père t'a annoncé notre grande nouvelle à nous? Sidonie va se marier. Son amie, Maxence, l'a demandé en mariage hier soir, c'était d'un romantisme fou, au milieu d'une exposition d'art. Nous sommes sur un petit nuage. Il faut absolument que tu bloques une date pour l'année prochaine. Le coup de massue. En moins de 30 secondes, ma plus grande réalisation professionnelle avait été reléguée au rang de simple anecdote, éclipsée par l'événement majeur de la famille, le mariage de Sidonie. J'ai raccroché, poliment, le cœur lourd. Mais le véritable coup de poignard est arrivé quelques semaines plus tard. Je travaillais sur la réponse à un appel d'offres colossal pour l'agence. Un contrat avec une prestigieuse maison de cognac, un projet qui pouvait transformer notre entreprise. J'avais brièvement mentionné ce défi à ma mère au téléphone, emportée par l'enthousiasme. Un matin, mon PDG m'a de nouveau convoqué. Son visage était fermé. Il m'a fait lire un email qu'il avait reçu directement du directeur du marketing de la maison de cognac. C'était un transfert d'un message anonyme qu'il avait lui-même reçu. L'email décrivait avec une précision chirurgicale une jeune directrice marketing, ambitieuse mais inexpérimentée, promue bien trop vite grâce à des coups de chance. Il insinuait que j'étais instable, que je prenais des décisions impulsives et que me confier un budget de cette importance serait une erreur stratégique monumentale. L'auteur anonyme citait des détails sur mon parcours, des anecdotes sur mes années d'études, des informations que seule une personne de mon cercle très intime pouvait connaître. Le sang s'est retiré de mon visage. Il n'y avait aucun doute possible. C'était l'œuvre de Sidonie. Elle avait tissé une toile de demi-vérité et de mensonges à partir des miettes d'informations que ma mère lui avait sûrement données, dans le seul but de torpiller ma carrière. Heureusement, mon PDG était un homme loyal et intelligent. Il m'a regardé et a dit, « Je connais votre travail, Faustine. C'est de la pure diffamation. Nous allons répondre à cela ensemble. » Nous avons obtenu un rendez-vous avec le client, nous avons fait preuve d'une transparence totale, paradoxalement, cette attaque a renforcé leur confiance en notre intégrité. Nous avons remporté le contrat. Mais la victoire avait un goût amer. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai compris que la jalousie de ma sœur avait franchi une nouvelle frontière. Ce n'était plus seulement une question de préférence parentale. C'était une volonté active de me détruire. Elle ne supportait pas l'idée que je puisse construire ma propre réussite, loin d'elle, loin de leur système. J'ai compris qu'il n'y avait pas de distance géographique suffisante pour me protéger. Cette tentative de sabotage a été un électrochoc. La dernière lueur d'espoir que j'avais pour ma famille s'est éteinte ce jour-là. Et c'est avec ce sentiment de trahison ultime que je suis rentrée à Lyon pour mon 28e anniversaire, sans savoir que j'allais découvrir le secret qui me pousserait à l'action. Je suis retournée à Lyon pour mon 28e anniversaire comme on se rend à une convocation. Par devoir, sans joie. J'ai délibérément réservé une chambre d'hôtel près de la gare, créant ainsi une barrière physique, une zone tampon entre leur monde et le mien. Le dîner chez mes parents a débuté sous des auspices faussement sereins. Ma mère avait cuisiné un bœuf bourguignon, mon plat d'enfance. Mon père avait ouvert une bouteille de côte rôtie. Il y avait une atmosphère de fête forcée, une tentative maladroite de normalité. J'ai joué le jeu, répondant à leurs questions sur Bordeaux avec des monosyllabes polies. C'est en allant chercher de l'eau à la cuisine que mon regard a été attiré par la grande table de la salle à manger. Elle était ensevelie sous un chaos organisé de brochures glacées, de devis d'imprimeurs, d'échantillons de tulle et de nuanciers de couleurs pastel. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» ai-je demandé d'une voix neutre. Ma mère s'est illuminée, comme si elle n'attendait que cette question. « Oh, c'est pour le mariage de Sidonie, bien sûr. On avance bien. Et on a trouvé le lieu de réception parfait. Tu ne devineras jamais. Le château de la Saône. Te souviens-tu, ce magnifique château juste au bord de l'eau, avec son parc immense ? La liste d'attente est normalement de 2 ans, mais le propriétaire est un vieux client de ton père. Il nous a fait une fleur. N'est-ce pas absolument merveilleux ?
Le monde autour de moi s'est mis à tourner au ralenti. Le son de sa voix est devenu lointain. Le château de la Saône. Un flashback violent m'a frappé. J'avais 16 ans. Nous passions devant en voiture, en revenant d'une visite chez une tante. Le soleil couchant illuminait ses pierres blanches. Subjugué, je m'étais exclamé avec l'enthousiasme naïf de la jeunesse, c'est le plus bel endroit du monde. Si un jour je me marie, ce sera là. C'est mon rêve. Ma mère avait eu un petit rire condescendant. Redescends sur terre, Faustine. C'est un endroit pour les millionnaires, pas pour nous. C'est complètement hors de notre portée. Hors de notre portée. Une phrase qui, avais-je compris ce soir, avait toujours été conjuguée au singulier. C'était hors de ma portée. Pas de celle de Sidonie. Une nausée amère m'a envahi. J'ai murmuré une excuse, prétextant un besoin d'air frais, et je me suis dirigé vers le couloir du fond qui menait au jardin. La porte du bureau de mon père était entr'ouverte. Il était au téléphone, le dos tourné. Sa voix était basse, presque conspiratrice, mais dans le silence de la maison, chaque mot a résonné en moi comme un coup de marteau sur une enclume. Oui, 30 000 €, disait-il à la personne à l'autre bout du fil. Juste pour la location du lieu, sans le traiteur. C'est une somme, évidemment. Mais qu'est-ce que tu veux? La famille doit toujours prioriser ce qui compte le plus. Et ce mariage, c'est bien plus qu'une fête. C'est un investissement, une garantie pour l'avenir de Sidonie. Il faut que la famille de Maxence voie qu'on est à la hauteur, que Sidonie vient d'un milieu solide. Ce qui compte le plus. Une garantie pour l'avenir de Sidonie. Être à la hauteur. Chaque expression était une révélation brutale. J'ai enfin compris la logique tordue qui régissait ma famille. Ce n'était pas une simple préférence affective. C'était une stratégie. Ma mère, Geneviève, qui avait sacrifié une potentielle carrière artistique pour devenir mère au foyer, projetait sur Sidonie tous ses rêves de grandeur et de reconnaissance sociale. Le mariage de Sidonie était son chef-d'œuvre, sa revanche sur une vie qu'elle jugeait trop ordinaire. Mon père, Armand, qui, je le savais, avait connu un échec cuisant en montant sa propre entreprise dans sa jeunesse, était depuis obsédé par la sécurité et le statut social. Le mariage de Sidonie avec un jeune homme de « bonne famille » était pour lui une transaction, une fusion-acquisition qui effacerait l'humiliation de son propre échec. Ils n'étaient pas seulement injustes. Ils étaient faibles, égoïstes, et aveuglés par leurs propres fantômes. Ils utilisaient leurs enfants comme des pions pour réparer leur vie brisée. Et dans leur partie d'échecs, Sidonie était la reine. Moi, j'étais un pion sacrifiable. Sans un bruit, j'ai fait demi-tour. J'ai attrapé mon sac et mon manteau dans l'entrée. Sur la commode, une petite boîte joliment emballée attendait. Mon cadeau d'anniversaire. Je l'ai ignoré. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans la nuit lyonnaise, sans un au revoir. J'ai marché longtemps, sans but, laissant le vent froid gifler mon visage. Je ne sentais rien, ni le froid, ni la tristesse. Juste un vide immense, et une clarté nouvelle, presque terrifiante. J'avais passé ma vie à mendier des miettes d'attention, à espérer une place à une table où l'on ne m'avait jamais vraiment invité. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel anonyme, je n'ai pas pleuré. Les larmes étaient un luxe que je ne pouvais plus me permettre. J'ai allumé mon ordinateur portable. La lueur blanche de l'écran a chassé l'obscurité. J'ai ouvert une page de tableur et j'ai commencé à lister mes actifs, mes économies, mes placements, ma capacité d'emprunt. J'ai arrêté de penser à ce qu'il me refusait. J'ai commencé à planifier ce que j'allais m'offrir. Ils investissaient dans une journée de rêve pour elle. J'allais investir dans une vie de paix pour moi. Les mots de mon père m'ont frappé comme un coup de poignard. Ce qui compte le plus pour la famille. En 28 ans, je n'avais jamais été ce qui compte le plus. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel à Lyon, je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à élaborer un plan. Le vol de retour vers Bordeaux fut le plus court de ma vie. Mon esprit tournait à plein régime. Je n'étais plus dans la réaction, j'étais dans l'action. Je ne fuyais plus un passé douloureux, je construisais un avenir tangible. Pendant le vol, j'ai épluché des centaines d'annonces immobilières,
affinant ma recherche sur une région qui m'avait toujours fascinée pour sa beauté sauvage et tranquille, les lacs de Savoie. Assez près de Lyon pour ne pas être totalement coupé du monde, mais assez loin pour être un autre univers. Un endroit où l'air pur et le silence pourraient, je l'espérais, nettoyer les toxines accumulées pendant des années. Dès le lundi matin, à 9h01, j'étais au téléphone avec une conseillère financière que Lise m'avait recommandée. Lors de notre rendez-vous, j'ai exposé mon projet avec une clarté qui l'a surprise. Je n'étais pas une rêveuse. J'étais une chef de projet. Mon projet, c'était moi. Elle a analysé mes finances, mes revenus de directrice marketing, mes économies gérées avec une rigueur de fourmi. Son verdict est tombé, net et précis: pour quelqu'un de votre âge, mademoiselle, votre situation est exceptionnellement saine. Vous avez les moyens d'être ambitieuse. Ces mots, purement factuels, ont eu plus d'impact que n'importe quel compliment. Ils étaient une validation. Pendant 3 week-ends consécutifs, j'ai enchaîné les kilomètres. J'ai visité des maisons modernes sans âme, des fermes à rénover trop isolées, des appartements avec vue mais sans terrain. J'étais sur le point de me décourager. Et puis, un agent immobilier m'a parlé d'une opportunité un peu particulière. C'était au bout d'un chemin de terre, presque caché par la végétation. Un vieux chalet en bois, inhabité depuis au moins 5 ans. La peinture bleue s'écaillait, les volets pendaient, le jardin était une jungle. Mais l'emplacement était à couper le souffle. Le chalet était perché sur une petite colline, surplombant le lac d'Aiguebelette. Le terrain descendait en pente douce jusqu'à une petite crique privée, avec un vieux ponton à moitié submergé. C'était une propriété saisie par une banque, vendue à un prix défiant toute concurrence. Elle avait besoin de tout: une nouvelle toiture, une nouvelle isolation, de nouvelles fenêtres, une nouvelle âme. Elle était parfaite. Elle était une page blanche. La transaction a été bouclée en quelques semaines. Le jour où j'ai tenu les clés dans ma main, un trousseau lourd et rouillé, j'ai ressenti un vertige. J'étais propriétaire. De mon refuge, de mon sanctuaire, de mon avenir. Je suis restée des heures assise sur la vieille terrasse vermoulue, à simplement regarder les reflets du soleil sur l'eau. Aucune peur. Juste la certitude profonde d'être enfin arrivée à la maison. Le chantier de rénovation a duré 8 mois. 8 mois de poussière, de sueur, de doutes et de joies intenses. C'était mon autre travail. La semaine, j'étais directrice marketing à Bordeaux. Le vendredi soir, je sautais dans ma voiture et je conduisais pendant des heures pour devenir chef de chantier le week-end. Ce trajet est devenu un rituel, un sas de décompression où je laissais derrière moi le stress du bureau pour me connecter à quelque chose de plus essentiel. J'ai engagé une petite équipe d'artisans locaux, des hommes et des femmes passionnés par leur métier. Mais j'ai participé à chaque étape. J'ai appris à manier une ponceuse, à préparer un mur avant de le peindre, à poser des lames de parquet. Chaque tâche manuelle était une forme de méditation, une façon de reprendre le contrôle non seulement de la maison, mais de ma propre vie. Je me sentais forte, compétente. Félix, mon ami et collègue, a été mon sauveur pour la partie design. Il a dessiné les plans d'un espace de vie complètement ouvert, baigné de lumière, avec une immense baille vitrée là où il n'y avait qu'une petite lucarne. Il faut que la nature entre, Faustine, disait-il. Il faut effacer les murs. C'était exactement ça. Effacer les murs sombres de mon enfance à Lyon. La maison se transformait, et je me transformais avec elle. Un jour, en décapant une vieille porte en chêne, l'odeur du bois chauffé m'a transporté des années en arrière, dans l'atelier de mon grand-père Maxime. Je me suis souvenu de ses mains calleuses sur les miennes, m'apprenant à tenir un rabot. Ce chalet n'était plus seulement un projet personnel, c'était un héritage. Je réalisais son mantra: j'étais une bâtisseuse. Pendant toute cette période, mes contacts avec ma famille ont été quasi inexistants. Un SMS laconique pour l'anniversaire de ma mère, une carte pour Noël. Ils étaient entièrement absorbés par l'organisation du mariage de Sidonie, qui approchait à grands pas. Ils ne posaient aucune question sur ma vie, et cela m'arrangeait. Mon projet était mon jardin secret, un endroit qu'ils ne pouvaient pas juger, critiquer ou minimiser. Enfin, au début de l'été, le chantier s'est achevé. Le résultat dépassait toutes mes espérances.
Le chalet sombre et délabré était devenu un havre de paix lumineux, un mélange de bois clair, de pierre et de verre. La grande pièce à vivre donnait l'impression de flotter au-dessus du lac. La terrasse avait été reconstruite et agrandie, un escalier menait directement au nouveau ponton. J'avais même installé un brasero entouré de fauteuils adirondaques pour les longues soirées d'été. Debout au milieu de mon salon, alors que les derniers rayons du soleil illuminaient la pièce, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement si pur, si intense, que j'en ai eu le souffle coupé. Ce n'était pas juste une maison. C'était la manifestation physique de ma résilience. Chaque clou planté, chaque mur peint, était une affirmation de mon existence et de ma valeur. J'avais construit mon bonheur de mes propres mains, sans demander la permission à personne. La maison était prête. Il était temps de le faire savoir au monde, et surtout, à ma famille. Le chalet achevé, j'ai attendu le moment parfait. J'ai choisi un week-end doux baigné d'une lumière dorée, celle qui rend les souvenirs plus doux et les nouveaux départs plus éclatants. J'ai fait appel à une photographe professionnelle, une femme dont j'admirais le travail sur l'architecture et les espaces de vie. Elle est arrivée un samedi matin, à l'heure où la brume flottait encore sur le lac, et elle a passé la journée à capturer l'âme du lieu. Elle se déplaçait en silence, avec une grâce respectueuse. Il y a une sérénité incroyable ici, m'a-t-elle dit en regardant les premières photos sur l'écran de son appareil. Vous n'avez pas juste rénové une maison, vous avez créé un refuge. Ces mots, venant d'une inconnue, ont eu un écho profond. Elle avait vu, sans que je lui dise rien, l'intention derrière le projet. En la regardant travailler, en voyant ma maison à travers son objectif, j'ai réalisé l'ampleur du chemin parcouru. Elle ne photographiait pas seulement des murs et des meubles, elle photographiait ma résilience, ma liberté conquise. Le dimanche soir, de retour dans mon appartement à Bordeaux, j'ai reçu ces photos. En les découvrant, une vague d'émotions m'a submergée. Elles étaient magnifiques. Elles capturaient non seulement la beauté du chalet, mais aussi la paix que j'avais mis tant d'années à trouver. Lise et Félix sont passés pour fêter ça avec moi. Nous avons sablé le champagne en regardant les photos défiler sur mon ordinateur. Faustine, c'est plus qu'une maison, c'est une déclaration, a dit Lise avec admiration. Tu vas la montrer à ta famille ? J'ai souri. D'une certaine manière. Après leur départ, dans le silence de mon appartement, je me suis connectée à Instagram, ce réseau social que j'avais toujours trouvé superficiel et que j'utilisais à peine. J'ai créé une nouvelle publication. J'ai soigneusement sélectionné 12 photos, formant un récit visuel. La vue imprenable depuis la terrasse au lever du soleil, la cuisine ouverte et conviviale, le salon chaleureux avec la cheminée en pierre, la chambre apaisante avec sa vue sur le lac, et enfin, une photo du chalet prise depuis le ponton au crépuscule, toutes ces lumières allumées, se reflétant comme un bijou sur l'eau sombre et calme. Puis est venu le moment crucial. La légende. J'ai repensé à toutes les années de frustration, à toutes les justifications financières, à toutes les fois où l'on m'avait dit « non », pour pouvoir dire « oui » à ma sœur. Je ne voulais pas de colère. Pas de règlement de compte. Je voulais une vérité simple, polie, mais aussi tranchante qu'une lame. J'ai écrit quelques mots, les ai effacés, puis je les ai réécrits, jusqu'à trouver la formule parfaite. Merci pour la motivation. Parfois, être ignoré est la meilleure chose qui puisse vous arriver. J'ai ajouté 3 hashtags, comme des balises pour mon nouveau territoire, #chalet, #lac-des-Guebelettes, #nouveau départ. J'ai fixé mon doigt au-dessus du bouton « Partager ». Mon cœur battait la chamade. C'était un acte de vulnérabilité, mais aussi de pouvoir. J'ai cliqué. Je suis allée me coucher, persuadée que la réaction serait minime. Je me trompais. Je me suis réveillée le lendemain matin avec un téléphone qui vibrait sans discontinuer. Les notifications explosaient. Des likes, des commentaires par dizaines. Des amis d'enfance, des anciens camarades d'école, des collègues, même des connaissances lointaines. Tous étaient unanimes, « Faustine, c'est absolument incroyable, quel projet de rêve, tu dois être si fière, félicitations, tu le mérites tellement. » Et puis, au milieu de ce flot de bienveillance, les notifications de ma famille ont commencé à tomber, comme des pierres dans une eau calme. D'abord un appel de ma mère, à 9h02. J'ai laissé sonner, regardant son nom s'afficher sur l'écran. Ensuite, un SMS, sec et paniqué.
Faustine, nous avons vu ta publication. Qu'est-ce que c'est que cette maison? D'où sort cet argent? Appelle-nous immédiatement. J'ai ignoré. 10 minutes plus tard, un message de Sidonie, dégoulinant de fausses inquiétudes et de venin. C'est quoi cette légende pleine de sous-entendus? Tu sais très bien que maman et papa sont très sensibles en ce moment avec le mariage. Tu choisis toujours le pire moment pour te faire remarquer. C'est assez passif-agressif. J'ai préparé mon café. Je l'ai bu lentement, en regardant le soleil de Bordeaux inonder ma cuisine. Je ne ressentais ni panique, ni culpabilité. Juste une sorte de calme olympien. Sidonie n'avait rien compris. Elle voyait cela comme une attaque personnelle, une tentative de gâcher sa fête. Elle ne réalisait pas que cela n'avait plus rien à voir avec elle. Mon chalet n'était pas une arme pointée contre eux. C'était un bouclier pour me protéger, moi. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Leurs messages devenaient de plus en plus insistants. Je sentais leur panique, leur perte de contrôle. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas responsable de leurs émotions. Je me sentais libre. Vous voulez savoir ce que je leur ai répondu? La conversation qui a suivi a tout changé, mais pas comme vous l'imaginez. J'ai fini par envoyer un simple texto groupé, je suis très occupé. Nous en reparlerons quand j'aurai le temps. Le week-end suivant, j'ai organisé la véritable pendaison de crémaillère au chalet. Avec les seuls membres de ma famille qui comptaient, Lise, Félix et Garance. Le soir, assis autour du brasero, les étoiles se reflétant sur le lac, Lise a levé son verre de vin. À Faustine, a-t-elle proclamé, qui s'est construit un palais pendant que tout le monde regardait ailleurs. Félix a souri et a ajouté, et qui a eu le courage de l'inaugurer selon ses propres termes. En regardant leurs visages souriants, illuminés par les flammes dansantes, j'ai ressenti une vague de chaleur et de gratitude. C'était donc ça, une vraie famille. Des gens qui voient votre lumière et qui, au lieu de chercher à l'éteindre, vous tendent des allumettes pour la faire briller encore plus fort. Je savais qu'ils ne laisseraient pas tomber. Je savais qu'ils viendraient, poussés par un mélange de curiosité, de colère et peut-être, au fond, d'un soupçon de culpabilité. La seule question était quand. Et leur arrivée allait déclencher la confrontation la plus difficile, mais aussi la plus libératrice de ma vie. Ils ont débarqué un vendredi après-midi, 3 semaines plus tard. Sans prévenir, bien sûr. Le respect de mon espace ou de mon temps n'avait jamais fait partie de leurs compétences. J'étais sur le ponton, en maillot de bain, un livre à la main, savourant les derniers jours de l'été. Le bruit d'un moteur sur le chemin de gravier a brisé le silence. J'ai levé les yeux et j'ai vu la Volvo grise de mes parents apparaître entre les arbres, suivie de près par la voiture de Maxence, le fiancé de Sidonie. Mon estomac s'est noué. La tranquillité du lieu a été instantanément souillée par leur présence. J'ai enfilé un paréo sur mon maillot de bain et je suis remontée lentement vers la maison, comme une reine rappelée à l'ordre dans son propre royaume. Ils étaient déjà sortis des voitures. Ma mère agitait la main avec un enthousiasme forcé, mon père arpentait la pelouse d'un air critique, évaluant la qualité du terrain, et Sidonie se tenait en retrait, les bras croisés, le visage fermé. Surprise, a lancé ma mère d'une voix trop aiguë. On passait dans le coin pour voir un fleuriste pour le mariage, alors on s'est dit qu'on allait venir voir ton fameux chalet. Il est plus grand que ce que j'imaginais. Je me suis arrêtée sur le seuil de la terrasse, ma terrasse, mon territoire. Je vous avais dit que je n'étais pas prête à recevoir, ai-je dit, ma voix étonnamment calme et ferme. Oh, ne sois pas ridicule, Faustine, a rétorqué mon père, Armand, avec son ton autoritaire habituel. Nous ne sommes pas des visiteurs, nous sommes ta famille. La moindre des choses est de nous accueillir. L'ancien schéma a tenté de s'imposer, leur intrusion, ma soumission. Mais le sol sur lequel je me tenais était différent. C'était le mien. J'avais construit chaque planche de cette terrasse. Vous auriez dû appeler, ai-je répété. Entrez, je vais vous faire visiter. Mais que les choses soient claires, vous ne restez pas dormir. Je ne suis pas préparée. Leur visite a été une épreuve surréaliste. Ma mère alternait entre des compliments exagérés sur la cuisine, oh, cette crédence est divine, et des piques passives-agressives, tu as dû dépenser une fortune. Mon père, lui, se comportait en expert immobilier, tapotant les murs, inspectant les joints de la salle de bain.
Du double vitrage partout? C'est un bon investissement, au moins. Sidonie suivait en silence, son regard d'experte en art analysant chaque tableau, chaque objet de décoration, sans doute à la recherche d'une faute de goût. Finalement, nous nous sommes retrouvés dans le grand salon. Le silence, tendu, était seulement rompu par le chant des oiseaux à l'extérieur. C'est mon père qui a allumé la mèche. Bon, Faustine. Asseyons-nous. Il faut qu'on parle de cette légende sur Instagram. Merci pour la motivation. Tu te rends compte de l'effet que ça a? Les gens nous appellent, nous posent des questions. Tu nous fais passer pour quoi, au juste? On dirait que tu nous accuses de quelque chose. C'était l'invitation que j'attendais. Je leur ai fait signe de s'installer sur les fauteuils de la terrasse, face au panorama grandiose du lac. Je suis resté debout, les dominant légèrement. C'était ma scène. Vous voulez parler d'accusation? Ai-je commencé, ma voix posée mais tranchante comme du verre. Alors parlons-en. Parlons de justice et d'injustice. Et j'ai commencé mon réquisitoire. Pas avec colère, mais avec la précision clinique d'une avocate qui a préparé son dossier pendant 20 ans. J'ai énuméré les faits, rien que les faits. Les anniversaires à 2 vitesses. Le cheval à bascule. Le concours d'art. La toile détruite par un accident si commode. Ma mère secouait la tête, les larmes aux yeux. Mais non, tu déformes tout, Faustine. On vous a toujours aimé de la même façon, avec vos différences. Mes différences, ai-je coupé. Parlons-en, de mes différences. Parlons de Bordeaux. Parlons de cet email anonyme, maman. Celui que Sidonie a envoyé à mon plus gros client pour essayer de saboter ma carrière, en utilisant des informations que seul toi avais pu lui donner. Un silence de mort s'est abattu sur la terrasse. Sidonie est devenue livide. Maxence, à côté d'elle, s'est tourné vers elle, le visage décomposé par l'incompréhension et le dégoût. De quoi est-ce qu'elle parle, Sidonie, a-t-il murmuré. Ma sœur a bafouillé, cherchant le regard de ma mère pour du secours. Je ne sais pas de quoi elle parle, c'est une invention. Oh, tu le sais très bien, ai-je continué, mon regard planté dans le sien. Tu as toujours eu peur que je réussisse par moi-même. Parce que si la forte n'a besoin de personne, à quoi sert la fragile, qui a besoin de tout l'investissement des parents? Ton statut de victime est ton plus grand capital. Je me suis alors tournée vers ma mère, dont les larmes coulaient maintenant sans retenue. Et toi, maman? Tu n'aimes pas Sidonie plus que moi. Tu aimes l'image de toi-même que tu projettes sur elle. Tu la pousses à vivre la vie d'artiste que tu n'as jamais eu le courage de mener. Tu as misé tout ton capital de rêve sur elle, et tu m'as mise de côté parce que mes ambitions, mon pragmatisme, ne cadraient pas avec ton scénario de roman. Enfin, je me suis adressée à mon père, qui était resté silencieux, le visage fermé. Et toi, papa? Toi et ta peur panique de l'échec depuis la faillite de ta première entreprise. Tu parles toujours d'argent, de décision rationnelle, de risque. Tu as vu Sidonie comme un investissement sûr, un bon mariage, un milieu bourgeois, une valeur refuge. Et moi, j'étais l'action risquée, l'électron libre que tu ne pouvais pas contrôler. Mais regarde autour de toi. Regarde ce risque financier. J'ai construit ça toute seule, avec mon travail, mon intelligence et ma rigueur. Je ne suis pas un risque. Je suis la preuve vivante que j'ai réussi là où tu avais peur d'échouer. Mon père a accusé le coup. Il n'a pas répondu. Il a baissé la tête et a fixé le plancher en bois de la terrasse, comme s'il y cherchait des réponses. Pour la première fois de ma vie, je ne voyais plus en lui une figure d'autorité, mais un homme pétri de peur et de regret. Maxence s'est levé. Sa voix était blanche. C'est vrai, tout ça, a-t-il demandé à Sidonie. Elle a fondu en larmes, un sanglot bruyant et vain qui ne trompait plus personne. C'était un aveu. La conversation a duré encore près de 2 heures. Une conversation à sens unique, où j'ai vidé mon sac de 20 ans de douleur, de non-dit, de frustration. Je n'ai pas crié une seule fois. Ma voix était restée calme, presque détachée. C'était la voix de la vérité, et elle n'avait pas besoin de décibels pour être entendue. Quand ils se sont finalement levés pour partir, l'après-midi touchait à sa fin. Ils avaient l'air plus vieux,
usée. Ma mère s'est approchée de moi, les yeux rougis. Pardon, Faustine, a-t-elle chuchoté. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Est-ce qu'on peut essayer de faire mieux? Ce n'était pas une excuse parfaite, c'était une question pleine d'espoir et de peur. C'était un début. J'ai hoché la tête, sans rien promettre. Quand leurs voitures ont disparu au bout du chemin, un silence profond est revenu sur le lac. Un silence non pas vide, mais plein de possibilités. La bataille était terminée. Maintenant, le long chemin de la guérison pouvait commencer. L'année qui a suivi cette confrontation orageuse n'a pas été un conte de fées. Les blessures profondes ne cicatrisent pas avec un simple « pardon ». Les dynamiques familiales, tissées de fils empoisonnés pendant près de 30 ans, ne se défont pas en un après-midi. Ce fut une année de transition maladroite, de silence pesant et de petits pas hésitants. Le mariage de Sidonie a été reporté. Sa relation avec Maxence, ébranlée par les révélations, a dû être entièrement reconstruite, loin de l'influence de mes parents. Étonnamment, c'est Sidonie qui a fait le premier pas vers moi. Quelques mois après la confrontation, j'ai reçu une longue lettre manuscrite. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, la lettre était encore truffée de justifications et d'auto-apitoiements. Mais une phrase, au milieu de ce flot de mots, a retenu mon attention: « Je crois que je n'étais pas jalouse de ton succès. J'étais jalouse de ta liberté. La liberté de ne pas être ce qu'ils attendaient de toi, la liberté de partir et de réussir selon tes propres règles. Moi, je suis restée, et je me suis perdue en essayant d'être leur chef-d'œuvre. Pour la première fois, je n'ai pas vu ma sœur comme ma persécutrice, mais comme une autre victime du même système, prisonnière dorée de son rôle d'enfant prodige. Les appels téléphoniques avec ma mère, Geneviève, ont changé de nature. Au début, ils étaient gauches. Puis, petit à petit, elle a commencé à poser de vraies questions. Des questions sur mon travail, sur mes amis à Bordeaux, sur mes projets pour le chalet. Elle a commencé à écouter les réponses. Un jour, elle m'a appelé juste pour me dire qu'elle avait lu un article sur le marketing digital et qu'elle avait pensé à moi. C'était une chose infime, mais pour moi, c'était immense. C'était la reconnaissance de mon existence, en dehors de mon rôle dans le drame familial. Mon père, Armand, est resté plus distant. Sa fierté avait été touchée. Mais sa manière de communiquer a changé elle aussi. Il a commencé à m'envoyer des emails, avec des liens vers des articles sur l'immobilier ou la gestion de patrimoine. C'était sa façon à lui, maladroite et technique, de s'intéresser à mon monde, de valider mes compétences. C'était sa façon de dire « je te vois » sans avoir à prononcer les mots. Un an, jour pour jour, après la confrontation, j'ai organisé une petite fête au chalet pour célébrer le premier anniversaire de ma nouvelle vie. J'ai invité ma famille choisie, Garance, Lise et Félix. Et, après une longue hésitation, j'ai aussi invité mes parents. Ils sont venus. Ils sont arrivés à l'heure précise, sans être en avance, comme pour montrer qu'ils respectaient désormais mon temps et mon espace. En sortant de la voiture, mon père m'a tendu un paquet maladroitement emballé. Je l'ai ouvert. C'était un nichoir à oiseaux, magnifiquement sculpté dans du bois de noyer. Il l'avait fabriqué lui-même dans son garage. C'était le même bois noble que mon grand-père Maxime aimait tant travailler. Mes yeux se sont embués. C'était son traité de paix, sa reconnaissance silencieuse de l'héritage de mon grand-père, et de ma place légitime dans cet héritage. Je l'ai immédiatement accroché à une branche du grand chêne qui surplombe la terrasse. Sidonie n'est pas venue. Elle m'avait envoyé un message le matin même: « Je ne suis pas encore prête, Faustine. Mais je pense à toi. Profite de ta belle maison. » J'ai accepté sa décision. La guérison a son propre rythme. Cet après-midi-là, sous le soleil doux de septembre, entouré des gens que j'aimais, j'ai levé mon verre. Je voudrais trinquer, ai-je dit, mon regard balayant les visages de mes amis, puis se posant sur mes parents. À la construction d'une vie qui nous ressemble, brique par brique, même si les fondations sont imparfaites. Et à la compréhension que notre propre valeur n'est pas définie par la capacité des autres à la voir, mais par notre courage à la construire et à l'habiter nous-mêmes. De l'autre côté de la table, mon père a lentement hoché la tête. Un simple geste, un simple acquiescement, qui valait toutes les excuses du monde. Ce soir-là, une fois tout le monde parti,
je me suis assise seule sur le ponton, les pieds dans l'eau fraîche du lac. Le ciel, d'une clarté incroyable, était rempli de milliers d'étoiles. Le voyage n'était pas terminé. La reconstruction d'une famille est un chantier qui ne se termine jamais vraiment. Mais pour la première fois de ma vie, je ressentais une paix profonde, une justesse. J'étais en paix avec qui j'étais, avec les cicatrices qui faisaient partie de mon histoire, et avec la vie que j'avais choisie et créée. La vraie validation, j'avais enfin compris, ne vient ni des parents, ni des frères et sœurs, ni même du succès professionnel. Elle vient de l'intérieur. Elle vient du fait d'honorer son propre parcours, d'accepter ses propres douleurs, et de bâtir une existence qui reflète nos valeurs les plus profondes, que les autres le remarquent, l'approuvent ou non. Si vous vous êtes déjà senti dévalorisé, ignoré ou mis de côté par ceux qui auraient dû être vos plus grands supporters, sachez que vous n'êtes pas seul. Racontez-moi dans les commentaires comment vous avez transformé une déception en motivation, ou une blessure en force. Votre histoire compte, et elle peut en inspirer d'autres. Et si cette histoire a résonné en vous, merci de laisser un like, de vous abonner, et peut-être de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa valeur ne dépend pas du regard des autres. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, parfois, le plus grand cadeau que les autres puissent vous faire, c'est de ne pas voir votre lumière. Cela vous oblige à la faire briller si fort qu'elle finit par éclairer votre propre chemin.